Voilà, et bien, bienvenue pour ce deuxième webinaire donc sur l'hypersensibilité, sujet qui me touche donc particulièrement puisque je suis moi-même hypersensible, que j'accompagne pas mal de personnes sur l'hypersensibilité. Par conséquent, j'avais envie de vous donner un peu plus de connaissances sur ce sujet-là et je le trouve particulièrement intéressant, évidemment, dans le monde de l'entreprise, puisque on ne peut pas laisser son hypersensibilité et ses émotions, entre guillemets, à la porte de l'entreprise. Et par conséquent, eh bien, il faut aussi savoir pouvoir gérer son hypersensibilité dans le monde du travail, avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie. Et on manque cruellement de connaissances dans le domaine. L'hypersensibilité, rien que le mot hypersensible est un mot finalement qu'on utilise assez récemment, depuis quelques années, et par conséquent qui ne fait pas encore partie, on va dire, du jargon commun. Je rencontre aussi pas mal de personnes qui peuvent avoir cette sensation aussi qu'on leur colle un peu une étiquette d'hypersensible, ce qui n'est en fait pas le cas. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça qui peut vous éclairer et comment justement le fait d'avoir découvert cette hypersensibilité m'a permis bah, forcément de pouvoir travailler dessus, de pouvoir mieux la comprendre et d'en faire finalement une force. Parce que l'objectif, en fait, il est vraiment là, c'est de pouvoir faire de l'hypersensibilité et du fait que on soit beaucoup plus connecté avec nos émotions, d'en faire une force. Dans un monde, on va dire, justement, où les émotions n'ont pas toujours eu leur place. On en parle très peu, voire pas du tout à l'école. Alors, les mentalités sont en train de changer, mais en tout cas, moi, à l'époque où j'étais à l'école, c'était quelque chose dont on ne parlait absolument pas. Et pour autant, il y avait déjà de l'hypersensibilité. Alors, hop, que va-t-on aborder et quels sont les objectifs de ce webinaire? Eh bien, évidemment, c'est comprendre ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. J'espère que ce sera le cas à la fin de ce webinaire, que vous pourrez expliquer à votre entourage, à vos proches, aux personnes euh, dont vous avez besoin ce qu'est l'hypersensibilité, à votre hiérarchie, si vous avez des soucis avec un manager si vous êtes hypersensible, qui ne comprend pas forcément votre hypersensibilité. Comprendre aussi comment vivre avec cette particularité un petit peu unique, même si on est de plus en plus alors j'aime pas trop le mot diagnostic parce que c'est plus apparenté à une maladie et l'hypersensibilité n'est absolument pas une maladie ni un handicap. Donc en tout cas, comprendre comment au quotidien je peux m'en servir et être actif plutôt que d'être en mode subir. J'ai d'ailleurs écrit un post ce matin là-dessus pour LinkedIn sur subir, agir par rapport à ses émotions. Découvrir comment transformer justement cette hypersensibilité en atout professionnel, puisque tout le monde ne possède pas cette particularité, et enfin apprendre à comment vivre avec. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je suis Joy Petit, je suis coach certifiée en entreprise. J'ai fait mon école de coaching chez Link Up Coaching, dans laquelle j'ai évidemment fait une spécialisation en entreprise, parce que je suis passionnée par le monde de l'entreprise, pour des accompagnements spécifiques avec les dirigeants, les managers, mais aussi les équipes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une particularité, en plus de l'hypersensibilité, c'est que je fais de l'accompagnement assisté avec le cheval. Donc, je suis équicoach. Ça tombe bien, les chevaux sont des hypersensibles, justement. Donc, ils m'apprennent aussi énormément de choses sur l'hypersensibilité.
Et j'ai donc fait également une spécialisation en régulation émotionnelle pour avoir un maximum de connaissances sur les émotions. Je suis aussi activatrice de talent pop et j'ai une certification aussi au profil de personnalité nuance. Plein d'outils que j'utilise dans mes accompagnements sur la gestion du stress et des émotions, dans mes coachings évidemment pour que les personnes puissent apprendre aussi à mieux se connaître. Alors, en introduction, j'aimerais du coup vous poser une petite question. Pour vous, l'hypersensibilité, c'est quoi? Comment vous auriez envie de la définir? Quelle est votre vision des choses sur l'hypersensibilité? Je vous invite donc à prendre vos claviers et à mettre vos réponses dans le chat. Il est là pour ça. N'hésitez pas, il n'y a pas d'erreur possible. Justement, ça va m'aider un petit peu aussi à savoir, vous, quelle est votre vision des choses et comment vous percevez les choses. Alors, si vous deviez donner une définition de l'hypersensibilité, que diriez-vous? Pas d'avis sur la question si émotions qui sont ressenties de manière plus forte qu'une personne non hypersensible. Oui, tout à fait. Alors du coup, ça fait partie d'une des caractéristiques effectivement de l'hypersensibilité. On ne pourra pas en donner, ce ne sera pas la définition en tout cas de l'hypersensibilité, mais c'est une caractéristique, on est bien d'accord que quand on est hypersensible, on va ressentir les émotions de façon beaucoup plus forte. On va avoir cette sensation que les émotions sont exacerbées et justement d'avoir ce sentiment de subir ces émotions plutôt que finalement de pouvoir agir dessus. Encore une fois, pour agir dessus, il faut comprendre ce qui nous arrive et avoir les clés et les outils pour pouvoir justement eh bien, réguler ses émotions et ne plus les subir. Plutôt, il faudra plutôt agir, car oui, en fait, c'est possible de ne plus subir ses émotions. Alors, autre question, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de quel est le pourcentage d'hypersensibles dans notre population? Euh, sur un, évidemment, pourcentage de 100%, à votre avis, combien représentent les hypersensibles? Chloé nous dit 30% et c'est tout à fait... alors, les 30% est aujourd'hui tout à fait juste. Cameron nous pose la question de 20%. Le 20% était Cameron encore il n'y a pas si longtemps que ça. On estimait la population d'hypersensibles à 20%. Et puis là, récemment, les dernières études, on a poussé le curseur et on a poussé le curseur à 30%. Et pourquoi tout d'un coup, comme ça, on pousse le curseur? Eh bien, parce que non seulement on cherche de plus en plus, quelque part, les gens qui sont hypersensibles, on fait des études là-dessus, donc on fait des recensements quelque part, et en plus, le fait d'en parler beaucoup plus ouvertement et le fait justement d'apporter des connaissances comme aujourd'hui dans ce webinaire, ça permet aussi justement à certaines personnes de se reconnaître dans cette définition et de pouvoir se dire, bah oui, ok, je suis hypersensible. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de tests 100% fiables qui peuvent vous dire vous êtes hypersensible. On passe plutôt par l'énumération en fait de caractéristiques et si vous cochez pas mal de cases de ces caractéristiques, alors oui, vous pouvez dire que vous êtes hypersensible. On se rend compte aussi que l'hypersensibilité dépend aussi de la personnalité. Or, la personnalité, elle est propre à chacun. Euh, on se ressemble avec certaines personnes, évidemment, mais chaque être humain est différent et vous ne trouverez jamais deux fois identiquement le même être humain. Eh bien, c'est aussi le cas
dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire qu'il y a les grandes caractéristiques de l'hypersensibilité qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a aujourd'hui différentes formes d'hypersensibilité et vous pouvez rencontrer un hypersensible qui va avoir d'autres caractéristiques ou pour lequel le curseur aussi va être beaucoup plus poussé. Je vous donnerai d'ailleurs quelques exemples auxquels je pense là dans ce webinaire. Donc voilà, effectivement, on est un petit peu entre 20 et 30%, mais maintenant on se rapproche vraiment des 30% de la population, ce qui représente quand même, si vous vous rendez compte, on se rapproche aujourd'hui de un tiers de la population, ce qui commence quand même tout doucement à être énorme. Et pour autant, eh bien, rien n'est fait dans ce sens on ne propose pas plus d'accompagnement sur l'hypersensibilité et ce qui fait que c'est très difficile pour certaines personnes de vivre avec cette hypersensibilité et que j'ai beaucoup de personnes qui ont la sensation de vivre ça comme un handicap, d'être handicapé, hein. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant je me sens handicapée, je me sens pas en phase avec mon environnement, je me sens pas en phase avec les personnes qui sont autour de moi et j'ai envie de dire bah, quelque part c'est un petit peu normal. Je vous ai demandé la définition de l'hypersensibilité. Je vais revenir là-dessus. Je le décortique en deux mots. Je décortique hypersensible avec d'un côté le hyper et le côté sensible. Hyper, la même définition pour tout le monde, c'est quelque chose qui est supérieur, c'est plus, c'est au-dessus de. Donc, ça veut dire que une personne hypersensible a une sensibilité qui est supérieure à ce qu'on va définir une norme normale. Alors, encore une fois, comment définir la norme? Voilà, en tout cas, là, la norme, elle est un petit peu définie sur ce qu'on a l'habitude de connaître et du coup, quelqu'un d'hypersensible, ça veut dire qu'il a une sensibilité qui est plus élevée. Mais j'aimerais revenir sur le mot sensibilité qui est pour moi extrêmement important parce que dans notre façon de parler tous les jours, on a tendance à relier la sensibilité, quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est sensible, derrière, tout de suite, on y voit le rapport aux émotions. Et quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Honnêtement, je suis un peu abrupte, un peu crue, mais je pense que vous ne me direz pas le contraire. Euh, on- euh, les gens voient les personnes sensibles comme des personnes qui ont justement ces émotions exacerbées. Cameron, je répondrai à votre question juste après. Sauf qu'en fait, le mot sensible, dedans, vous avez le mot sens, S-E-N-S, qui fait référence en fait à nos cinq sens. Toucher, goût, odorat, ouïe, vision, vue. OK? Et en fait, avant de parler d'émotion, un hypersensible, c'est quelqu'un qui va avoir plusieurs sens. Il ne faut pas seulement un sens, il faut au moins deux, trois sens ou plus, si on a plus, qui sont plus développés. Ça veut dire que on va capter un nombre d'informations beaucoup plus importantes par ces sens-là, parce que nos sens, justement, nous permettent de capter un grand nombre d'informations. Et donc, une des caractéristiques premières des hypersensibles, ça va être des personnes qui vont être, par exemple, sensibles à une lumière qui est trop forte, à un son qui est trop fort, qui vont avoir un odorat ou un goût qui est plus développé, ou peut-être une vision, on les voit souvent qui sont très à cheval sur le détail, ils sont tout le temps en train de tout regarder. Alors quand on parle de vision, c'est pas parce que vous avez 10 aux deux yeux que vous êtes hypersensible. Ça, c'est la qualité de la vision. Mais qui sont très sensibles, par exemple, à regarder quelque chose qui est beau. Euh,
Ça va être plutôt ça. Ça va être, je capte pas mal d'informations grâce à ce que je vois. D'accord? Alors, Cameron nous dit, excusez-moi, je reprends le chat, ce n'est pas également à différents niveaux cognitifs, auditivement ou visuellement, l'hypersensible perçoit plus fortement. Bah, Cameron, je pense avoir du coup répondu à vos questions. C'est tout à fait ça. Et effectivement, ça va passer par le niveau cognitif. Donc, quand on parle de niveau cognitif, on parle du mental, évidemment. Les informations sont captées par nos sens et après traitées par notre cerveau. Et donc, bien souvent, une des grandes caractéristiques euh, des hypersensibles, et moi, c'est comme ça que j'ai découvert mon hypersensibilité, c'est d'avoir un cerveau qui n'arrive jamais à être en mode pause, qui est tout le temps en train de penser, ressasser. On verra aussi pourquoi on ressasse aussi avec nos émotions, de malaxer tout un ensemble d'informations. Et donc, on va voir comment on peut aussi un petit peu aménager notre vie par rapport à ça, parce qu'un cerveau qui ne s'arrête jamais, c'est aussi un cerveau qui consomme de l'énergie. Et les hypersensibles sont aussi souvent un peu plus fatiguées que les autres personnes parce que elles traitent aussi en permanence un grand nombre d'informations. Alors, les émotions intenses, c'est évidemment la première chose quand on pense à l'hypersensibilité. Effectivement, on est beaucoup plus sensible, vous l'avez compris, à notre environnement, à tout ce qui nous entoure. Alors, vous allez mettre dans l'environnement, évidemment, le bruit, la lumière et ainsi de suite, mais du coup, dans votre environnement, il va falloir aussi inclure les autres. Et par conséquent, j'aime bien aussi dire ça, c'est les hypersensibles, on peut avoir aussi le cuir, entre guillemets, qui est un petit peu moins épais parfois, et on est très perméable aussi aux émotions des autres et aux états internes des autres. Moi, je le vois pour travailler en permanence avec les chevaux, c'est une caractéristique, une grande caractéristique des chevaux, c'est qu'ils perçoivent très bien, très vite l'état interne, l'humeur et les émotions, même des émotions très profondes et très enfuies des autres. Et en fait, c'est souvent le cas de l'hypersensibilité, de la personne hypersensible. C'est ce qui fait aussi que dans un environnement où elle va croiser beaucoup de monde, dans des journées où elle va être entourée de beaucoup de monde, la foule peut aussi vite la fatiguer parce qu'il y a notamment évidemment l'attention qu'elle peut porter aux autres, mais en fait, sans s'en rendre compte, elle va aussi capter très facilement ce que vivent les autres. Et pour les plus sensibles à cela, ils peuvent également vivre les émotions que les autres sont en train de vivre. Il ne faut pas oublier euh, une émotion agréable, elle va vous donner de l'énergie, elle va vous doper. Vous prenez la joie, par exemple, la joie, ça va vous permettre de sécréter de la dopamine, ça va vous booster. Par contre, toute émotion que moi je vais appeler désagréable, colère, peur, tristesse, dégoût, elle va vous prendre de l'énergie. Donc, imaginez que vous êtes déjà vous-même en train de vivre avec vos propres émotions, les émotions que vous allez vivre tout au long de la journée, qui vont être générées par des déclencheurs, des comportements des autres, des événements que vous allez pouvoir vivre. Et imaginez-vous en plus quelque part ressentir, percevoir. Alors des fois, on s'en rend pas compte, on n'en a pas forcément conscience, mais percevoir aussi les émotions des personnes qui nous entourent. Eh bien ça va, et notamment les émotions désagréables, vont particulièrement nous prendre de l'énergie. Et le fait de ressentir les émotions aussi beaucoup plus fortes, ça aussi, ça nous prend de l'énergie, on vit les choses de façon beaucoup plus intense. Donc ça, évidemment, c'est une vraie caractéristique aussi de l'hypersensibilité. L'autre caractéristique, c'est aussi ce qu'on va appeler l'empathie et notamment l'empathie alors exacerbée.
Je m'explique. Je vais vous donner, excusez-moi, la définition de l'empathie. Hein. L'empathie, c'est capacité à se mettre à la place de l'autre. Et dans l'empathie, je vais aller diviser deux points. Je vais diviser l'empathie cognitive de l'empathie émotionnelle. OK. L'empathie cognitive, avec le mot cognitif, ça veut dire qu'on se situe au niveau du mental. Donc, c'est le mental qui est en train de travailler. Et c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est en train de vivre une émotion forte, je vais avoir la capacité de me mettre à la place de l'autre et de comprendre ce que l'autre est en train de vivre. Et si je arrive à comprendre ce que l'autre est en train de vivre, je vais aussi pouvoir peut-être répondre à certains de ses besoins à ce moment-là pour l'aider dans l'émotion qu'il est en train de vivre. Ça, c'est ce qu'on va appeler de l'empathie cognitive. Et vous avez l'empathie émotionnelle qui est le fait de vivre l'émotion en même temps que l'autre. C'est-à-dire que vous ressentez pleinement ce que l'autre ressent. Et là, dans ce cas-là, on est dans l'empathie émotionnelle. Et c'est là qu'on voit déjà qu'il y a différents types d'hypersensibilité. Moi, typiquement, je développe une empathie très cognitive, c'est-à-dire que je suis moi-même totalement capable de comprendre ce que l'autre est en train de vivre et donc de l'accompagner dans l'émotion qu'il est en train de vivre, qu'elle soit agréable ou désagréable, que ce soit de la tristesse ou de la colère. Par contre, à aucun moment, et je le sens très bien dans mon corps, je suis en train de ressentir ce que l'autre ressent. Toutes les personnes qui sont dans l'empathie émotionnelle, elles vont, elles, en plus, pouvoir être déclenchées, avoir une émotion déclenchée par la personne qui est en train de vivre une émotion forte. Et pouvoir la vivre aussi de façon assez forte. Et c'est en ça qu'on peut avoir une empathie exacerbée. Donc, il y a une espèce de curseur qui est mis au niveau de l'hypersensibilité. C'est pour ça qu'on parle de différentes formes d'hypersensibilité et c'est très difficile de mettre quelqu'un dans une case. Euh, Vous allez du coup avoir des personnes qui sont, entre guillemets, alors j'aime pas le mot faiblement, mais en tout cas, le curseur ne va pas être placé au même niveau en fonction des différentes personnes. Ça ne veut pas dire que une personne qui a une empathie qui est que cognitive, du coup, n'est pas hypersensible. Elle l'est aussi, même si elle ne vit pas complètement les choses avec l'autre personne. Voilà pour l'empathie. J'en ai déjà parlé puisque dans la définition, j'en parle, mais donc on a une sensibilité qui est extrêmement sensorielle et vous voyez que les informations que nous captons arrivent forcément et sont traitées directement par notre cerveau. Donc nous accumulons un grand nombre d'informations, pardon, beaucoup plus que la moyenne. Et posez-vous la question, je vous invite à vous poser la question, quels sont les sens chez vous qui sont particulièrement développés? Est-ce que vous avez la sensation que ce sont les cinq sens ou est-ce que vous avez la sensation que certains de vos sens sont plus développés que la moyenne? Et ça, évidemment, ça fait aussi partie des caractéristiques de l'hypersensibilité. Forcément, qui dit empathie exacerbée, émotion intense, dit qu'on peut avoir une réactivité émotionnelle beaucoup plus intense. Alors, pourquoi? Une émotion, d'ailleurs, le mot l'exprime très bien. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de latin ici aujourd'hui ou qui ont des notions aussi d'anglais, le mot émotion vient du latin qui veut dire émovere. Je vais séparer en deux mots. Il y a le et devant, il y a le movere après. Movere, ça veut dire mouvement. C'est pour ça que en anglais, émotion, ça va être emotion. Et vous avez le mot motion qui veut dire aussi mouvement. Il y a, dans l'idée de l'émotion, il y a donc bel et bien une idée de mouvement. Et le E devant veut dire
hors d'eux. C'est un mouvement qui doit sortir, qui sort de quelque chose. Donc, une émotion, c'est vraiment quelque chose d'interne qui va sortir de nous et qui va s'exprimer et qui a besoin de s'exprimer. Il n'y a rien de pire, et je suis sûre que vous l'avez tous déjà vécu, que des émotions qui sont réprimées et refoulées. Tôt ou tard, elles finiront par sortir. C'est une évidence. C'est comme si vous remplissiez votre vase, vous connaissez très certainement l'image de ce vase qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, et puis un jour, eh bien, le vase il déborde. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que rendez-vous compte qu'en étant hypersensible, vous vivez plus intensément vos émotions et vous captez en plus les émotions des autres. À un moment donné, il va falloir décharger. Sinon, ça va sortir tout seul. Et c'est pour ça que je vous invite à essayer le plus souvent de décharger le plus rapidement vos émotions et forcément, notamment vos émotions désagréables. Ce qui pose problème, c'est jamais les émotions agréables, hein. Ça posera jamais problème dans nos vies sociales, les émotions agréables. Ce qui pose problème dans nos relations sociales, ce sont nos émotions désagréables. Et évidemment, on va pas se le cacher, l'émotion qui pose le plus de problèmes, évidemment, c'est la colère. Mais pourquoi? Il y a une raison très spécifique à ça, c'est que la colère est une émotion de distanciation sociale et que l'être humain est un animal, je suis désolée, on est des animaux, on est un animal sociable. Il est fait pour vivre en groupe, il est fait pour vivre ensemble. Donc, c'est forcément la colère, on a un peu du mal avec ça parce que bah, bien souvent, on n'a pas les outils pour gérer quelqu'un en face de nous qui est particulièrement en colère. La réactivité émotionnelle n'est pas fait que de la colère, évidemment. Il y a aussi le côté de je pleure dès que je ressens de la tristesse. Pleurer est une réaction émotionnelle à la tristesse. Crier est une réaction émotionnelle à la colère. Être paralysé est une réaction émotionnelle à la peur. Et du coup, eh bien, comme on vit les émotions plus intensément, la réactivité émotionnelle va être d'autant plus intense. Alors, si vous ressentez justement ce besoin de solitude, ce besoin de temps en temps d'être seul, au calme, plutôt souvent on l'identifie en pleine nature, puisque la nature est un endroit de ressourcement, posez-vous la question, c'est peut-être qu'effectivement vous êtes aussi hyper sensible. Euh, Pourquoi, si vous comprenez un petit peu comment l'hypersensibilité se construit, vous commencez à comprendre pourquoi on a ce besoin à un moment donné de solitude, ce besoin de se poser, de redescendre et de ne plus être soumis aux stimuli environnementaux, aux personnes, à notre environnement, à tout ça, et de faire un petit peu le vide, justement, d'aller un petit peu, moi j'appelle ça aussi se nettoyer, se vider se ressourcer en fait, loin du tumulte et de nos vies effrénées du quotidien. Donc le besoin de solitude, le besoin de s'écarter des autres fait aussi partie des caractéristiques de l'hypersensibilité. Il faut pas avoir cette impression en fait, d'être insociable. On va passer pour des insociables à partir du moment où on n'est pas capable de l'expliquer. Moi, par exemple, je fais partie des personnes qui ont beaucoup de mal de manger avec tout le monde le midi parce que c'est très bruyant, il y a beaucoup de monde et que quand je mange avec tout le monde le midi, ça peut vraiment me fatiguer pour l'après-midi. Et en fait, du coup, je préfère prendre la pause de midi pour justement avoir un temps de pause, un temps seul, au calme, sans être stimulé par les autres ou par mon environnement. Et du coup, c'est pas du tout de l'insociabilité de ma part. Ça ne veut pas dire que je suis insociable, c'est juste que ça fait partie de mes besoins et c'est extrêmement important en tant qu'hypersensible d'apprendre justement ce dont on a besoin et d'apprendre à pouvoir
déjà nous-mêmes respecter nos propres besoins. Et dites-vous, on l'a dit, 30% de la population, c'est un chiffre qui est sorti assez récemment. Avant, c'était 20%. Donc, en fait, on est des hypersensibles qui vivent dans un monde, entre guillemets, hyposensible. Ça veut dire que 70% de la population autour de nous ne vivent pas la même chose que nous. Et par conséquent, eux ne vont pas forcément comprendre que le midi, on a besoin d'un petit peu de solitude, d'un petit peu de ressourcement et de pas être en permanence entouré de monde et de personnes et d'être stimulé, surstimulé en permanence. Et ça, du coup, ça nous oblige à faire un petit peu de pédagogie pour expliquer, bah voilà, en tant qu'hypersensible, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je suis insociable, mais moi j'ai besoin d'un peu de temps seul à un moment donné dans ma journée parce que bah, sinon il y a la fatigue clairement qui s'accroît. Ce côté aussi de faire extrêmement attention aux détails, d'être pointilleux, ça peut faire partie aussi des grandes caractéristiques de l'hypersensibilité, d'avoir un peu aussi souvent, chez les hypersensibles, je peux aussi observer une forme de vigilance, d'hypervigilance permanente sur l'environnement qui nous entoure. Et si vous observez les chevaux, pour ceux qui connaissent les chevaux sont comme ça, c'est-à-dire ils ont une forme de vigilance importante, surtout des chevaux qui vivent au pré. Ils sont très alertes sur ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils ont besoin, c'est un mode de protection pour eux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des prédateurs, ce sont des proies. Et donc l'idée, c'est d'avoir un temps d'avance s'il y a un danger qui arrive et de pouvoir prendre la fuite avant que le danger soit déjà là. Donc, il y a cette hypervigilance que je peux retrouver aussi chez certaines personnes qui sont hypersensibles, c'est qu'ils vont être très soucieux de ce qui les entoure et du détail de ce qui les entoure. Quand ils vont arriver dans une pièce, ils vont bien regarder autour d'eux dans la pièce, un peu le moindre détail. Pareil, quand ils vont se retrouver un petit peu dans la foule, ils vont être assez alertes des personnes qui vont être autour d'eux. Et ça, dans le travail aussi, ça peut se traduire, on peut aller plus loin, et ça peut se traduire aussi un peu par une forme de perfectionnisme finalement. Euh, je suis très focus sur le moindre détail de mon travail et ça peut avoir des avantages comme ça peut avoir des inconvénients parce que ça peut être aussi source de stress. Et derrière le stress, souvent, il y a des émotions forcément désagréables. Donc, pareil, ça veut dire qu'il va falloir aussi aller réguler ces émotions-là. Autre particularité, et je pense que l'intuition développée, elle vient aussi du fait que on capte beaucoup plus ce qui se passe dans notre environnement et par conséquent, on capte aussi ce qui n'est pas forcément visible euh, à l'œil. Pareil, je reviens sur ce comparatif avec les chevaux. Les chevaux ont cette capacité de capter euh, des ondes et des choses qui ne sont pas visibles à l'œil, toujours dans cette idée aussi de protection et de survie. Et l'hypersensible, qui a des sens développés, qui capte des informations beaucoup plus, il va avoir aussi parfois, et souvent même, une intuition qui est développée. Et comme on n'apprend pas dans la vie à faire confiance à son intuition, vous l'apprenez pas à l'école en tout cas, ça c'est sûr, puisqu'on vous invite à l'école à plutôt développer votre cerveau et votre logique, donc avoir des faits, hein, tout pour ceux qui viennent de milieux scientifiques, l'intuition n'a pas forcément beaucoup sa place, on est plutôt sur des faits, sur des preuves, sur de la recherche et tout ça, plutôt que sur de l'intuition. Or, l'intuition, elle existe. Vous pouvez avoir tout d'un coup une certitude de quelque chose, d'une décision à prendre, d'une direction à prendre, sans avoir tous les éléments sous le nez. Et ben, clairement, ça s'appelle l'intuition. Et beaucoup d'hypersensibles, je trouve, se sentent
pas forcément bien parce que justement, ils n'ont jamais appris, ils ne sont jamais autorisés à faire pleinement confiance à leur intuition. Et moi, je le développe moi-même. Je faisais pas du tout, du tout, du tout, du tout confiance à mon intuition. Sauf que les émotions qu'on vit, les sens qu'on perçoit, tout ça vont alimenter notre intuition. Donc, il faut bien s'en servir puisque on est doté de, entre guillemets, ce que moi j'appelle un petit peu ces super pouvoirs. Et je vous invite, hein, j'invite clairement les personnes qui sont hypersensibles à apprendre à développer leur intuition, mais surtout à faire confiance à leur intuition. Et faire confiance à son intuition, ça veut dire apprendre à se faire confiance, très clairement. Euh, voilà. Je j'ai pas de meilleurs conseils que ça. Je pense que ça fait partie des besoins des hypersensibles et c'est un besoin qui est souvent refoulé. On n'ose pas. On n'ose pas se dire que ouais, bah oui, notre intuition, elle peut être juste. Vous savez, quand vous avez envie de dire ah ça je le sentais, ah ça je le savais et j'ai pas pris la bonne décision, eh bien c'est parce que vous n'avez pas fait confiance à votre intuition. Et du coup, je vous invite vraiment à essayer sur des petites choses. Commencez par des petites choses, des choses sur lesquelles, si vous vous trompez, il y aura pas grande incidence ou grosse conséquence. Essayez juste pour voir. Je vous invite vraiment à le faire. Et vous verrez que si vous arrivez à développer ça, vous vous sentirez vraiment de mieux en mieux. La créativité et l'imagination, forcément. On capte des informations, on capte des choses, on va regarder des choses que les autres ne vont pas forcément regarder. Nos émotions vont nous donner des informations, il faut le savoir. Hein, si les émotions n'avaient pas une utilité, la nature ne nous en aurait pas doté. Hein. La nature est extrêmement bien faite. Et si on l'a, c'est qu'il y a euh, une utilité à ça. Et les émotions, en fait, elles nous donnent clairement des informations sur nos besoins. Quand j'ai une émotion agréable, c'est que j'ai un besoin qui est pleinement satisfait. Quand j'ai une émotion désagréable, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, c'est une source d'information. Le fait qu'on ait des sens développés sont des sources d'informations supplémentaires. Et tout ça, je pense que notre intuition développée, source d'information aussi. Et tout ça fait aussi que, pour moi, qu'on a aussi un peu parfois cette créativité et imagination qui doit être utilisée absolument en entreprise. Et c'est pour ça qu'on a aussi un vrai atout à jouer avec cette hypersensibilité. Euh, c'est qu'on peut avoir aussi beaucoup d'idées à la minute. Ok, toutes les idées sont pas toujours réalistes. C'est possible, mais en tout cas, je pense qu'on est là aussi pour faire parfois bouger un petit peu les choses et réinventer, pourquoi pas, un peu les choses. Mais ça, c'est à la condition aussi, déjà de une, de se faire confiance et de deux, qu'on nous laisse la place de le faire. Le problème, bien souvent, c'est qu'on ne nous laisse pas forcément de la place à la créativité, et à l'imagination. La créativité et l'imagination, sortez-le du côté artistique. Hein. Ça, vous pouvez être créatif et avoir beaucoup d'imagination sans avoir une patte artistique. Et j'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire que je ne vous ferai jamais de dessin. Je ne sais absolument pas dessiner. Ça ne fait absolument pas partie de mes talents. Pas du tout. Donc, j'aime beaucoup aller au musée, regarder des peintures, mais par contre, clairement, ça fait pas partie de mes talents. Mais par contre, j'ai un vrai besoin de créer des choses par moi-même, de créer des formations, de créer des accompagnements, de créer une entreprise. Et j'ai pas mal d'imagination sur comment faire les choses. Et tout ça, à un moment donné de ma vie, j'ai eu vraiment besoin, évidemment eh bien de le mettre en marche en fait. J'avais besoin de sortir d'un cadre qui n'était pas le mien, d'un cadre dans lequel aussi je ne partageais plus les mêmes valeurs pour pouvoir créer finalement mon propre cadre, ma propre vision des choses. Voilà. Et c'est ça aussi la créativité et l'imagination. Donc, tant que quelque part ça, ce sera pas reconnu et ce sera pas accepté dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez, par les managers ou par les dirigeants et qu'on ne vous laissera pas un petit peu de place aussi par rapport à ça, vous pouvez sentir de la frustration en fait. Hein. Souvent, c'est l'émotion de la frustration qui arrive parce que vous ne pouvez pas exprimer
pleinement votre potentiel. Je continue avec, évidemment, bah, du coup, forcément, un peu aussi une difficulté à gérer le stress. Imaginez que vous êtes en train de vivre tranquillement votre journée, où vous captez déjà un grand nombre d'informations, où vous rencontrez des personnes qui sont aussi en train de vivre certaines émotions. Vous vivez aussi peut-être vous-même vos émotions. Et là, il y a en plus qui vient se rajouter là-dessus un déclencheur de stress, quelque chose qui va vous mettre sous tension. Eh bien, forcément, comme vous avez déjà une journée qui est peut-être déjà pas mal remplie au niveau émotionnel, au niveau nombre d'informations à traiter, ça va nous donner justement une petite difficulté supplémentaire à gérer le stress. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas une fatalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les outils pour réguler nos émotions, les outils pour réguler notre stress, eh bien, on est armé en fait, tout simplement, on est armé pour pouvoir faire face à tout ça et on ne se sent plus en décalage des autres n'ont pas forcément l'hypersensibilité, qui vont peut-être avoir plus de facilité à gérer les imprévus, gérer les choses qui arrivent et tout simplement gérer leurs émotions. Il faut vraiment pas voir l'hypersensibilité comme une fatalité, comme un handicap. Il faut juste voir que vous n'avez pas les connaissances ou vous n'avez pas les outils pour pouvoir y faire face. C'est simplement ça. Et ça, c'est quelque chose, alors l'authenticité, la profondeur dans les relations, c'est quelque chose que j'observe évidemment de plus en plus. Les personnes viennent me consulter de plus en plus par rapport à ça. Ça me fait penser d'ailleurs en ce moment à une cliente euh, qui n'en peut plus des masques qui sont portés par son N+1. Et donc, c'est elle qui vient c'est marrant, c'est elle qui vient en coaching pour savoir comment comprendre, apprendre, savoir comment vivre avec ça, effectivement. Alors, des masques, on en porte tous, plus ou moins. Il y en a effectivement qui vont en porter plus que d'autres. Et comme en tant qu'hypersensible, on va capter des choses qu'on ne voit pas, on va capter des états internes qu'on ne voit pas forcément sur la tête des gens, on capte beaucoup plus d'informations, eh bien, on va capter aussi quand ça va être dissonant. J'appelle ça de la dissonance. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui vous dit oui, oui, ça va, mais qu'en fait, vous percevez autre chose et vous percevez très bien qu'en fait, non, ça va pas. Ça s'appelle de la dissonance. Ce que la personne dit et ce que la personne affiche, ce n'est absolument pas ce que la personne est en train de vivre. Et ça, on a cette capacité à le capter de façon beaucoup plus forte. Et à partir du moment où on l'a compris, on comprend plein de choses. Bien souvent, on ne comprend pas forcément et on sent comme un malaise, on sent comme une dissonance. Et du coup, bah, il y a un truc qui nous gêne et on ne sait pas forcément quoi. Et maintenant, je vais aller vous poser la question. Donc là, on était sur quelqu'un qui va pas bien ou qui va bien. C'est peut-être plus facile du coup à gérer, aller un petit peu insister auprès de la personne de savoir ce qui va pas. Maintenant, je vous pose la question avec quelqu'un qui peut avoir un masque, très clairement, de manipulation. C'est-à-dire quelqu'un qui va feindre quelque chose, mais on sent que c'est dissonant et que derrière, c'est pas du tout ce Je qu'il comprends. affiche. Eh bien, ça, c'est vraiment très compliqué euh, des hypersensibles. Pourquoi? Parce qu'on le capte. Donc, on capte très clairement cette dissonance. Et par conséquent, eh bien, on sent comme un espèce de malaise, de quelque chose qui ne nous convient pas et on n'est pas, parfois, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Donc pour moi, clairement, ça fait partie aussi des caractéristiques de l'hypersensibilité et c'est aussi pour ça que, eh bien, on a besoin d'authenticité dans nos relations, de profondeur, de créer des liens profonds. Vous avez vu l'image tout à l'heure avec cette histoire d'empathie. Voilà. Mais
pas toujours facile de créer des liens. Plus vous allez rencontrer d'hypersensibles et plus ça va être facile avec eux de créer des liens authentiques. Des personnes qui sont moins portées là-dessus, ça va être forcément plus difficile. Donc, quiz de la question de, OK, comment je fais avec des personnes et comment je m'adapte aux personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc, important, si vous retenez bien que l'hypersensibilité n'est ni une maladie ni un handicap, vous pouvez même le transformer en super pouvoir à partir du moment où vous le comprenez, vous l'appréhendez, vous avez des connaissances là-dessus et pouvez en fait transformer les choses. Et à partir du moment où vous vous transformez intérieurement, où vous changez votre vision que vous avez de vous-même, où vous apprenez à gérer, à réguler vos émotions, votre stress, à repérer aussi peut-être certaines choses auprès des personnes et à prendre du recul par rapport à ça, eh bien, au fur et à mesure, vous allez forcément faire de votre hypersensibilité une force. Quelques conseils que je souhaiterais vous donner, eh bien, c'est reconnaître et valoriser vos forces, évidemment, aménager votre environnement de travail. Moi, je suis pas convaincue que les open space soient adaptés aux personnes hypersensibles. En tout cas, moi, je suis incapable de travailler dans un open space. Je vais tellement regarder en permanence ce qui se passe autour de moi, être à l'affût du bruit et ainsi de suite, que clairement, en termes de concentration, c'est pas possible. Je vous invite vraiment à vous faire accompagner, à faire de la formation ou du coaching pour apprendre à gérer vos émotions et votre stress. Arrêtez de les subir, arrêtez que ce soit elle qui mène la danse. On peut inverser la balance, vous pouvez retrouver le pouvoir là-dessus, mais pour ça, il faut passer impérativement par des phases d'apprentissage. Ces phases d'apprentissage vont vous permettre notamment de développer une communication assertive, c'est-à-dire de pouvoir poser des limites, savoir dire non tout en restant tout à fait cordial et sans entamer la relation. Je vous invite aussi vivement à chercher un travail aligné avec vos valeurs. Les hypersensibles qui vivent et qui travaillent contre leurs valeurs sont beaucoup plus sujets au burn-out que les autres personnes. Donc faites bien attention à ça. Rappelez ce problème de dissonance. Quand votre environnement dissonne avec vous, ce que vous êtes intrinsèquement et qui vous êtes, ça va poser problème. Avoir un vrai équilibre aussi entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est assez important, un peu plus important chez les hypersensibles. Alors, éviter le perfectionnisme, ou en tout cas, bah, travailler là-dessus, sur ce côté perfectionniste et besoin que tout soit parfait, être à l'affût du moindre détail et ainsi de suite, ça va vous générer des émotions désagréables et ça va vous générer du stress. Et bah, n'hésitez pas surtout à demander évidemment du soutien si nécessaire. Alors, du coup, vous avez ici mes coordonnées pour me contacter et je vous ai mis un lien d'accompagnement juste en bas de la page que vous avez ici. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat. Attendez juste un instant. Hop. Voilà, comme ça vous aurez le lien directement dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que je revienne? Je vais arrêter le partage avant de partager avec vous la page que je voulais vous montrer. Hop. Cameron, je vous écoute. Ou je vous lis, comme vous voulez. Il y a des Bonjour. questions. Bonjour. Oui, effectivement, j'avais une petite question. Oui. C'était plus au niveau du coup de la... Donc, euh, quand on parlait d'hypersensibilité avec la foule, etc., du fait que ça puisse avoir effectivement un impact sur la manière de gérer ses émotions. Et je me demandais, dans un travail, dans un milieu où justement on a besoin d'être tout le temps au contact du client, au Mm, contact de ses collègues, etc., mm. euh, il n'y a pas.
au regard de l'extraversion, une petite contradiction avec l'hypersensibilité. Comment gérer le fait qu'on tire justement de manière générale son énergie des autres, avec Ouais. le fait que justement, ben, j'ai pas le terme exact, mais ça vienne quand même remplir le vase, quoi, d'émotions au fur et à Ouais. mesure. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez besoin d'être dans un, si je comprends bien, dans un travail où il y a du monde, Mm. avec des collègues et tout ça, c'est ça? Plus des clients, en fait. C'est les Euh, clients qui vous... Alors, vous aimez votre travail et le fait d'être en relation client, c'est ça, exactement. Et en fait, mais ça toute vous la prend journée, on est au d'énergie. contact. On est Ouais. toute la journée au contact et c'est quelque chose qu'on aime en soi. Oui. On tire de manière générale pour l'extraversion son énergie du fait du contact humain, etc. Mais à Hum, côté, le fait d'être hypersensible, hum. la gestion de tout ça. Je vous rejoins complètement, Cameron, parce que du coup, quand je fais des grosses journées d'équipe-coaching avec des équipes, c'est des journées que j'adore. Mm. J'adore faire ça et ça regroupe souvent du monde. Je suis épuisée à la fin de la journée, mais je me lève le matin pour pouvoir faire ces journées-là. Donc, je comprends entièrement votre contradiction, enfin, la contradiction dont vous parlez. La première chose, c'est d'en être consciente. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais qu'une grosse journée comme ça, le soir, il y aura plus de son, plus d'image, et je peux mettre 1 à 2 journées à m'en remettre. Donc, ça veut dire qu'en fait, je suis obligée d'aménager un petit peu ma vie par rapport à ça et de surtout m'aménager des temps de ressourcement quand je sais que les journées vont être très intenses comme ça. Mm. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'en prendre conscience parce que je savais, des fois, je comprenais pas pourquoi les autres, ça allait et moi, j'étais extrêmement fatiguée. Mais en fait, c'est parce que j'avais capté des choses 10 fois plus que les autres. Mm. Donc, il faut que vous, c'est toujours une recherche d'équilibre. C'est comment j'équilibre mon métier que j'aime, le fait d'être en relation client et tout ça, et comment, du coup, dans ma vie privée, je vais aussi aménager du temps où je vais peut-être me retrouver un peu plus seule et où, en tout cas, je vais trouver des astuces qui me permettent complètement de me ressourcer et de récupérer en énergie. Moi, je vous donne un exemple. Je sais que je fais beaucoup de balades en forêt, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de me ressourcer. J'ai des temps où je suis vraiment, mais vraiment seule, c'est-à-dire pas de compagnon, pas d'enfant, pas de... Voilà, où je suis seule pour pouvoir remonter mon énergie et me ressourcer. Dormir aussi est forcément extrêmement important. Oui, on peut avoir plus besoin de dormir que d'autres personnes. Et en fait, il faut être OK avec ça. Il faut le savoir et il faut pouvoir aménager un petit peu sa vie différemment. On ne peut pas caler entièrement sa vie sur quelqu'un qui n'est pas hypersensible ou des personnes qui sont hyper actifs. Moi, j'en ai dans mes coachings. Je les regarde, je me demande comment ils font, hein, honnêtement, hein. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux et donc on ne peut pas avoir tous la même vie. Mm. Ben, Est-ce que ça merci. répond à votre Oui, question? oui, parfaitement. C'était très clair. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Alors, je ne sais pas qui est derrière l'iPhone F, mais comment gérer des personnes Oui, bonjour, hein. malveillantes? Oui, Bonjour. bonjour. Ah, voilà. Bonjour, ouais, c'est Fanny, ouais, je m'appelle Fanny. Et puis c'est vrai que moi, je suis confrontée régulièrement à des personnes qui sont plutôt malveillantes, qui sont manipulateurs et Oui, c'est très, très compliqué oui. à gérer. Oui, complètement. Alors, c'est des clients, enfin, ma question, c'est est-ce que c'est des personnes, c'est toujours les mêmes personnes avec qui vous êtes obligé d'être en contact? Alors, Ou, les clients aujourd'hui, je sais les gérer parce que c'est de manière ponctuelle et puis oui, on arrive à évidemment. déceler les comportements, etc., et à les contrer. Après, Hmm, quand c'est des collègues, des ouais, employés qu'on est obligé de côtoyer au quotidien, ouais, c'est là où moi, c'est super compliqué. ouais, c'est sûr. Alors, la première chose, le premier conseil que je donne et les premières choses que je travaille moi en coaching avec des personnes qui ont cette problématique, c'est la prise de recul. Hmm.
C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut se mettre en tant que spectateur, un peu comme vous devez le faire, je pense, avec vos clients. Avec les clients, ouais. C'est un peu plus facile parce que vous le Mm. dites vous-même, c'est ponctuel. Il va falloir faire ce même travail avec des personnes avec qui vous êtes beaucoup plus au quotidien. Et c'est se dire que une, une personne malveillante avec les autres, alors, je suis pas en train de chercher la compassion et tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui est déjà malveillant avec soi-même. Mm. C'est quelqu'un, il n'a pas un problème avec les autres de base. Il a un problème avec lui-même. Et ça se répercute forcément sur les autres parce qu'il s'est jamais élucidé, il s'est jamais remis en question, il s'est jamais. Voilà. Donc moi, c'est cette prise de recul et d'analyser le comportement de la personne. Et forcément, après, essayer un petit peu de le contrer. Mais posez-vous la question, est-ce que par exemple, qu'est-ce que vous mettez derrière personnes malveillantes? Est-ce que c'est des personnes qui vous emmènent dans ce qu'on appelle un cercle de Karpman, si certaines personnes voient ce que c'est, le cercle du triangle Non. dramatique, persécuteur, victime, sauveur, des personnes manipulatrices Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mm. qui soit se mettent en position de victime, soit se mettent en position de persécuteur, ou soit se mettent en position de sauveur. Ça, C'est c'est des exactement ça, ouais. relations. Ouais, bah, c'est ça. Mm. Alors, le premier conseil que... Alors, je ne peux pas faire une formation là-dessus, mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne pas rentrer dans ce cercle dramatique. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui rentre dans le cercle dramatique en position de sauveur, qui veut sauver Mm. quelqu'un d'autre, il va vous mettre en position de victime. Mm. On va vous sauver. Vous n'êtes pas une victime. Mm. Et c'est de surtout, parce que quand vous rentrez dans le cercle, c'est foutu, vous, en fait, entre guillemets, vous jouez son jeu. Ouais, ouais. Mm. Et ça, alors, c'est très difficile parce que c'est de l'inconscient qui Qui se met s'installe, en ouais, parce que place. c'est très subtil. Et c'est très subtil. Mm. On est entièrement d'accord. J'avais une dirigeante d'entreprise il y a quelques années qui a été prise comme ça dans un cercle dramatique avec une collaboratrice. Ça Mm. s'est forcément terminé par rupture de contrat parce que c'était pas possible, hein. C'est malveillant, c'est malsain Mm. et ça peut même devenir enfin, pervers. On va pas Mm. se le cacher. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas la main sur la personne, vous n'êtes pas hiérarchiquement responsable, c'est comment faire. Donc, Mm. après, est-ce que d'autres personnes dans votre entreprise se rendent compte du jeu de cette personne? Mm. Oui, oui, c'est le cas, mais bon, après, ça. Je suis confrontée à plusieurs personnes j'en ai deux. Vous en avez deux, Ouais, j'en ai deux. parce que ça peut être aussi avec des personnes qui ont une position hiérarchique au-dessus de vous. Alors là, c'est encore Non, plus c'est en dessous de compliqué. moi. C'est en dessous En de dessous moi, de vous. mais Et c'est vous qui les managez? Ouais, c'est moi qui les manage, OK. ouais. Première chose, ne rentrez pas dans leur jeu. Mm. Ça, c'est vraiment, faut rester en position adulte responsable. Mm. Vous êtes ni une victime, ni un sauveur et ni un persécuteur. Mm. Ouais, ouais, Et ouais. ouais. Après, de toute façon, enfin, des personnes qui sont vraiment comme ça, malheureusement, ça relève du psy, hein, Ouais, clairement. ouais, ouais, Ça clairement. relève même pas du coach, hein. Mhm. Ouais, ouais, non, mais clairement, hein, Ça Moi, relève, en c'est fait, j'ai même. identifié ces personnes très manipulateurs. Et effectivement, j'en ai un qui passe exactement de la passe de victime à persécuteur C'est et de ça. sauveur. Ouais, Exactement. Et après, vous avez des gens qui sont plutôt intelligents et d'autres qui sont un petit peu moins intelligents, mais lui est très intelligent. ouais. Donc, ce qui fait que Alors, moi, j'ai ressenti toutes ces choses. Je les ai vues, mais après, parfois, bah, entre la fatigue, le surmenage, etc., c'est pas toujours évident de Évidemment. pouvoir rester extérieur parce que quand il est en position de sauveur, alors je pense que j'imagine c'est qu'il est gentil, hein, c'est la phase gentille. Ah bah oui, c'est la phase où il Mm. veut sauver le monde, où la Ouais, personne, oui, oui, c'est ça. complètement. Ouais. Mm, Et puis après, ben, il repasse très vite en position de victime ou de persécuteur, mm. quoi. Donc c'est hyper toxique, quoi. Ah bah complètement. Mm. Ce sont des relations toxiques. Mm. Et j'ai pas, enfin, vous êtes son N+1, vous n'êtes Ouais, pas psy. Donc en fait, enfin, il y a pas 36 000 il n'y a solutions. pas de solution. Mm. Ouais, la seule chose, c'est vous protéger, ne pas rentrer dans le jeu, Mm. rester tout le temps en dehors du jeu. Parce qu'ils vous attirent. En fait, ce qui est très manipulateur, c'est qu'ils essayent de vous attirer dedans. Mm. C'est exactement ça, ouais. Ah Mm. ouais, ouais. La perversité, elle est là.
Ouais, c'est fou. Bon, Donc, après, moi, mais je l'ai vu au bout de 3 semaines, hein, j'ai très vite vu, mais après, c'est compliqué, enfin, c'est presque ingérable. Surtout si on en a deux. deux, ça commence à faire beaucoup, Mm. beaucoup effectivement. Alors, du coup, ça vous fait une expérience. En fait, Mm. c'est dans ces cas-là, si au bout de 3 semaines où ils sont embauchés, vous vous en rendez compte, c'est Ouais, tu peux les malheureusement, garder, ouais. Mm. ouais. Ah ouais, bon, bah là, c'est moi qui avais été embauchée en l'occurrence, donc eux, ils étaient déjà là. Ah ouais. Donc, Ouais. effectivement, là, Mm. là, c'est, C'est ouais. beau à l'échec, quoi, hein, de toute façon. Ah bah, Mm. c'est-à-dire que le problème, c'est que vous en avez conscience, vous avez conscience que c'est une relation toxique, mais eux n'en ont pas Non, conscience. c'est ça, ouais. Mm. J'ai appris Pour qu'il y avait eux, des hypersensibles qui étaient empathiques et d'autres apathiques. ouais. Et c'est ça, quoi. Mm. Ouais, donc Et, c'est et pour intéressant. désamorcer le truc, il faut que tout le monde en prenne conscience. Ouais, Donc, à moins que vous jouiez un peu les psys, entre guillemets, enfin, en fait, ouais. c'est à chaque fois de lui dire la position, la posture que tu prends et la position que tu prends, elle n'est pas OK. Mm. Mais ça demande, enfin, ça va vous prendre de C'est presque l'énergie. vous à l'échec, c'est très subtil, très compliqué à gérer au quotidien, ouais, c'est clair, quoi. Mais je vais faire un parallèle avec la vie personnelle. Imaginez-vous en couple avec un pervers Ah, narcissique, hein. quelle horreur. Mm. Bah, c'est vous à l'échec en fait. Enfin, Mm. c'est quoi la Mm. solution? Mm. Ouais, ouais, J'ai je comprends. jamais, honnêtement, j'ai Mm. jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, je suis en couple avec, je suis en Mm. couple avec quelqu'un qui était avant pervers narcissique. Jamais entendu ça. Ouais. Bah, c'est un C'est très beau comparatif. Je l'avais pas tout de suite compris, mais j'ai compris le comparatif. Mm. c'est rupture, enfin, c'est Mm. toxique. Donc, c'est rupture assurée. Donc, après, Mm. bah, ça veut dire enfin, ouais, prendre Mm. des décisions. Alors, dans quelle position hiérarchique vous êtes? Est-ce que Mm. c'est vous qui pouvez prendre la décision? Est-ce que... Mm. Ouais, bah merci en tout cas. De rien. Alors, je vous coupe juste brancher mon ordinateur qui montre un petit coup de faiblesse. Je vous invite à regarder, je vous ai mis la page et le lien dans le chat. Voilà. Pour vous donner une idée un petit peu de comment ça peut sembler enfin, abstrait comme ça, de se dire à un moment donné, je peux transformer mon hypersensibilité en force et la gestion de mes émotions en force, ça peut être difficile. Moi, c'est ce que je m'emploie à faire avec les personnes qui me consultent pour ça. Et donc, forcément, vous avez compris que j'étais un petit peu créatif et imaginatif. Et j'ai mis au point tout un accompagnement d'une formation hein, qui peut vraiment se dérouler en entreprise, soit individuellement, enfin en inter-entreprise, soit en intra-entreprise, pour justement pouvoir faire de ses émotions et de son hypersensibilité une force au quotidien et de pouvoir aussi faire face hein, aux émotions des autres. Donc, à qui s'adresse cette formation? Bah, c'est si vous avez la sensation de subir complètement vos émotions et de ne pas avoir les outils pour pouvoir les gérer, si vous avez l'impression d'être complètement en décalage avec votre environnement ou avec votre entourage, et si vous recherchez évidemment des outils concrets que vous puissiez mettre en place dans votre quotidien. L'accompagnement est quand même plutôt fait, je l'ai fait plutôt sur mesure avec, je vous ai parlé du profil de personnalité nuance tout au début, j'étais certifiée à nuance et du coup j'invite chaque personne qui rentre dans cet accompagnement à réaliser un profil nuance qui va pouvoir nous donner des informations, à vous comme à moi, sur votre façon d'interagir avec vos émotions et de gérer vos émotions. Il permet aussi, au-delà de ça et de façon plus globale, de faire un petit peu un état des lieux de comment vous vous sentez en ce moment. Et on peut voir aussi éventuellement s'il y a des choses qui dissonnent, s'il y a une dissonance chez vous entre
ce que vous vivez, ce que vous montrez, et ainsi de suite. Enfin, il va pouvoir déjà nous donner une mine d'informations qui nous permet derrière de travailler ça euh, lors des journées de formation où on va évidemment, vous vous en doutez, du coup, travailler avec les chevaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est, j'aime pas le mot outil, mais vous allez vous permettre de comprendre. Pour moi, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour pouvoir accompagner les personnes qui sont hypersensibles. Les chevaux étant eux-mêmes hypersensibles, c'est vraiment des véritables sources d'inspiration pour mieux appréhender cette particularité, pour mieux la gérer au niveau émotionnel, au niveau communication non verbale, et on peut faire vraiment du développement personnel avec de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'assertivité. Enfin voilà, on peut vraiment travailler en profondeur. Euh, donc, les objectifs de l'accompagnement, eh bien, c'est comprendre l'hypersensibilité, reconnaître ses manifestations, gérer ses émotions, renforcer l'estime de soi et la confiance en soi, améliorer la communication et les relations interpersonnelles, adapter son environnement, développer des compétences d'adaptation et approfondir l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Plus on développera pour nous et pour les autres cette relation entre notre cerveau et nos émotions pour développer une intelligence émotionnelle. Et vous verrez que plus vous améliorerez tout ce qui va être relations interpersonnelles. Petit clin d'œil à Fanny, c'est quand même, ça reste quand même difficile avec des personnes qui sont dans le cercle de Karpman et qui sont manipulateurs. Bon, voilà, vous ne ferez pas de miracle avec ces personnes-là après une formation comme ça. Ce sera déjà peut-être plutôt bénéfique pour si vous êtes hypersensible. Je vais veiller à ce que vous ayez évidemment une meilleure connaissance de vous après cet accompagnement, mais aussi une meilleure estime de vous, hein, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Tout ça est interconnecté. On travaille aussi tout ça pendant ces 3 jours. Une gestion efficace de votre stress, pardon, et de vos émotions. Moi, j'aime bien dire qu'on est là pour transformer l'hypersensibilité en super pouvoir et vraiment en faire une force. Donc, c'est vraiment l'idée et que ça vous serve aussi bien dans votre vie perso que dans votre vie pro et de trouver un équilibre émotionnel et professionnel plutôt solide. Aucun prérequis, enfin, aucun prérequis nécessaire. On va faire une alternance du coup de phase théorique et d'ateliers pratiques en équicoaching pour justement aller tout de suite déjà comprendre des choses avec les chevaux, mais aussi les tester. J'aime bien séparer les journées pour permettre une meilleure intégration des outils vus. Par conséquent, là, pour la prochaine session, elle débutera le vendredi 22 novembre. Donc, on fera 2 journées. Le débriefing des profils nuances auront été faits en amont. On se rencontrera le 22 novembre et le 6 décembre sur le lieu de Yutz, le centre équestre de Yutz à compter de Thionville pour ces 2 journées de formation. Et puis, on fera une journée de suivi qui aura lieu le 28 février, ce qui vous permet d'avoir quelques semaines d'intégration des outils et de vivre avec vos nouvelles connaissances de vous, des autres, des émotions, de mettre en application les outils pratiques vus. Et le 28 février, on se retrouve une dernière fois, une dernière journée pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et trouver évidemment des solutions sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est une formation, mais vous le savez, mon premier métier, c'est d'être coach. Donc, je ne prends que 6 participants. Ce n'est pas une formation où je prends beaucoup de participants parce que je veux vraiment pouvoir faire de l'accompagnement individuel et pouvoir vous coacher individuellement chaque participant. Et d'ailleurs, on reste en contact à partir du moment où vous passez le profil nuance jusqu'au 28 février et après derrière, on reste en contact via WhatsApp, via un groupe WhatsApp pour justement échanger, continuer à échanger sur les pratiques et ainsi de suite. Donc 2 modules que je viens un petit peu de détailler. Et là, donc la formation qui est proposée pendant ces dates est une inter-entreprise. Ça veut dire que si vous êtes seul dans votre entreprise et que vous avez envie de faire cette formation, eh bien, il suffit de demander à votre entreprise de pouvoir faire cette formation qui est finançable en partie par votre OPCO si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés
ou si votre entreprise cotise au niveau des OPCO. Et le coût de la formation est de 2 490 € hors taxe par participant pour le programme complet de 3 jours avec le profil nuance en amont et le débriefing du profil nuance qu'on fait ensemble individuellement pendant 1 h 30. Les repas sont évidemment inclus dans le tarif ainsi que toute la location, les chevaux, l'infrastructure et ainsi de suite. Voilà un petit peu, vous avez en bas de la page, je vous laisserai regarder différents témoignages clients de personnes qui ont suivi un accompagnement avec moi. J'espère que ce webinaire vous aura aidé. Je suis encore disponible pour quelques questions si vous le souhaitez. J'espère que voilà, vous repartez avec des informations, en tout cas c'est le but au-delà de vous parler de cet accompagnement, mais le but aussi, c'est que vous repartiez avec des petites choses pour vous et que vous ayez une meilleure perception de l'hypersensibilité. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Fanny, merci à vous de votre interaction et de votre partage. Cameron, merci également. Très belle journée, effectivement, je vous le souhaite. Merci Chloé, à bientôt. Eh bien, je crois que du coup, on est tout bon. Merci à vous. Belle fin de journée, bel après-midi et au plaisir de vous retrouver pour des prochains webinaires.